Display Pro and the Palette Master Elements software. You can see that side by side, the difference in size is not that huge, and with fewer ports and connections and roughly 300 euros cheaper, you can have an amazing screen to work on. At a glance, here are the main features of the BenQ SW. Bonjour à tous, il est 18 h, on va attendre encore quelques minutes le temps que les gens se connectent. Voilà, ça se fait au fur et à mesure. Donc bonsoir à tous, et puis on reprend la parole avec Ace dans quelques instants pour démarrer. À tout de suite. Et voilà, je reprends la parole. Est-ce que tout le monde m'entend? Ace, es-tu là? Je suis là. Bon, je suis là. Bon, il est 18h03. Bon, les gens se connectent encore un petit peu au fur et à mesure. Je vais faire une petite introduction pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire qui a pour thème aujourd'hui outils et accessoires pour mes portraits présentés par notre ambassadeur photo Ace de HK Visuals. Ace, si tu veux, tu peux enclencher ta vidéo, ça y est, ta webcam, pour qu'on te voit. Alors, attends. Est-ce que tout le monde me voit? Oui, très bien. Yes, parfait. super. Bonjour à tous. Bon, je te présente quand même si voilà, tu n'es pas inconnu, en tout cas chez BenQ et chez les gens qui nous suivent. Donc, Ace est photographe professionnel et réalisateur. Tu es spécialiste de la photo de portrait, connu et reconnu pour avoir photographié beaucoup d'athlètes et danseurs, mais aussi pour des mises en scène insolites de tes modèles. Alors, lors de nos précédents webinaires, parce qu'on en a déjà fait quelques-uns depuis 2 ans, on revenait toujours beaucoup de questions sur le matériel que tu utilises pour tes portraits, d'où le choix aujourd'hui d'y consacrer un webinaire complet. Donc, vous devriez avoir toutes vos réponses aujourd'hui. Néanmoins, si vous avez des demandes qui n'ont pas été traitées au cours de la session, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'onglet questions-réponses qui est prévu à cet effet. Un temps pour y répondre est prévu à la fin du webinaire.
qui devrait durer aller entre 1 heure et 1 h 30 ce soir. Alors comme toujours, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un petit code promo qu'on vous a réservé pour ceux qui veulent investir dans un écran professionnel BenQ. En plus aujourd'hui c'est une remise supérieure à celle qu'on a l'habitude de proposer. Voilà, je laisse la parole à notre expert. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Aze, c'est à toi. Merci beaucoup, Élise. Donc bonsoir à tous. Et ça me fait super plaisir d'être là pour parler de ma passion autour de la photographie et surtout de enfin consacrer un webinaire autour des outils et des accessoires que j'utilise. Car comme le disait Élise, ce sont des questions qui reviennent, qui sont récurrentes et qui reviennent très souvent durant les webinaires, aussi en ligne sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, etc. Et il y a limite une obsession autour du matériel photo que j'utilise. Alors, avant, yes, j'attends juste que ça s'affiche. Super. Outils et accessoires pour mes photos de portrait. Alors, en gros, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est, je vais vous proposer 3 scénarios différents qui constituent un petit peu le cœur de mon travail actuel en photographie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais, bon, c'est un bien grand mot, partager ma philosophie autour des accessoires et des outils. Car dans ma démarche photographique, j'essaye de me détacher le plus possible de mes outils, de mes accessoires et du matériel photo. Une fois que j'en ai fait le tour, une fois que je les ai compris, j'essaie un petit peu de les oublier, même si les outils sont très importants. Il y a d'autres choses dans la pratique de la photo qui sont tout aussi importantes. Et j'ai l'impression de temps en temps, quand je reçois toutes ces questions, qu'il y a une vraie obsession autour du matériel. Donc c'est pas en accumulant les accessoires, le matériel dernier cri, le dernier objectif à la mode, que vous allez faire des progrès en photographie. Donc je voulais vraiment partager ces mots-là parce que c'est vraiment important pour moi. Donc parmi les questions qui reviennent souvent, c'est pour les débutants, ceux qui commencent en photographie, quels sont les outils que je recommande pour démarrer en photo? Et la meilleure façon pour moi de vous conseiller à ce niveau-là, c'est tout simplement de vous partager mon expérience lorsque j'ai débuté. Donc dans cette photo, vous avez en fait résumé en 3 photos mon kit de base que j'avais à l'époque. Donc je crois que c'était en 2000, je sais pas, il y a une douzaine d'années à peu près. C'est mon premier boîtier, donc le Canon EOS 550D, un boîtier APS-C, donc comme quoi on peut commencer vraiment avec de l'entrée de gamme. Et à l'époque, on avait, parce que nous étions 2, nous avons investi dans ce boîtier avec le kit de base et avec l'objectif de base, donc le 18-55, qui est un objectif que je ne conseille plus du tout, enfin que je ne conseillais déjà pas à l'époque. Vraiment, si vous devez investir dans un boîtier, si vous démarrez et vous devez investir dans un boîtier, prenez le nu et investissez dans des optiques un peu supérieures à celui-là, parce que celui-là est vraiment pas terrible. En général, sur un APS-C, je conseille d'investir dans une focale fixe de type 35 mm ou 50 mm, surtout si vous faites du portrait, voire 85 mm, mais aux alentours de 35 et de 50 mm, surtout que, à l'époque, lorsque j'ai commencé, avec la monture EF, le 50 mm f1.4 et f1.8 étaient vraiment, et le sont toujours d'ailleurs, sont pas très chers, pas très bien fabriqués, tout en plastique, mais fournissent de très belles performances. Vous allez réaliser de très belles images avec. Et donc pour débuter, surtout en portrait, je pense, c'est un bon investissement. Donc focale fixe 35 ou 50 mm avec un appareil entrée de gamme. Ça peut être du neuf, comme ça peut être de l'occasion. Concernant les accessoires dans lesquels vous pouvez investir, sur l'image, là, je vous ai mis un réflecteur. Un réflecteur qui va vous permettre, au fur et à mesure de votre pratique de la photo, d'avoir davantage de contrôle finalement sur la lumière. Et donc de réduire un petit peu les contrastes, de shooter en contre-jour et du coup pour déboucher vos ombres grâce aux 2 surfaces que vous avez sur ces réflecteurs. Alors celui que j'ai, c'est exactement celui que vous avez sur l'image là. Il fait 80 cm de diamètre. Il est doté d'une surface blanche et d'une surface donc blanche neutre et une surface en aluminium. Il est un peu spécial. Cette marque Rogue propose en fait ce qu'ils appellent, il me semble, soft silver. C'est une surface en aluminium mais un peu plus douce
que les surfaces habituelles, ce qui fait que vous avez quand même le punch et le contraste que peut offrir une surface en aluminium, mais en moins dur. Et pour moi, pour le portrait, c'était une belle alternative à la surface traditionnelle. Évidemment, des batteries supplémentaires, des cartes SD et un petit sac comme le sac que vous avez là, qui est d'ailleurs le sac que j'utilise encore aujourd'hui, enfin que j'utilise depuis quelques temps maintenant, qui est mon petit sac que je vais sortir lorsque je fais des shootings en mode street urbain et que j'ai très peu de matériel sur moi. Donc une base accessible à tous. Alors ça reste quand même un investissement, mais il me semble que aux alentours de 1000 euros, voire moins, vous pouvez débuter déjà avec du bon matériel. Et, euh, et voilà, que vous soyez, si vous n'avez pas besoin en fait de tout de suite vous projeter sur le long terme et de vous dire, bah, tiens, si jamais je suis en voie de professionnalisation, est-ce que je devrais pas tout de suite investir dans du performance, ce genre de choses? Non. Votre budget, de toute façon, va limiter votre achat. Et autant commencer déjà avec un kit de base comme celui que je viens de partager avec vous et d'en faire le tour et de comprendre ce que vous faites avant de passer à autre chose. Alors, ce que je dis souvent aux personnes qui me posent des questions justement sur la pratique de la photo et dans quels outils accessoires investir, je leur dis de se poser les bonnes questions, finalement de se poser des questions en permanence. Savoir définir sa pratique de la photographie, ce que vous voulez faire en fait, que ce soit la photo de paysage, d'architecture, du portrait ou photographie des danseurs. Euh, vous n'allez pas investir dans le même matériel. La fréquence aussi va vous permettre de faire les bons choix. C'est pas parce que sur un shoot, vous avez eu le besoin d'avoir tel ou tel accessoire que c'est forcément un accessoire indispensable. Il y a aussi l'exploitation et l'utilisation que vous allez faire de ces images, qui est très importante surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'investissent dans la création de contenu. Donc si votre contenu va essentiellement atterrir sur le web, par exemple, et si vous ne faites pas d'impression, il n'est absolument pas nécessaire d'investir dans un boîtier, par exemple, qui aura 50 mégapixels ou 100 mégapixels. Voilà, vous pouvez avoir un boîtier qui a 23, 24, 26 mégapixels, ça sera amplement suffisant pour votre utilisation si c'est exclusivement sur le web. Et après, évidemment, voir vos objectifs, j'en parlais tout à l'heure, mais sur le court terme, que vous soyez amateur et que vous soyez amateur, passionné, en voie de professionnalisation ou même professionnel, ne vous projetez pas trop loin puisque la technologie avance tellement vite, les outils avancent tellement vite et même vos goûts, vous allez changer avec le temps et c'est pas dit que d'ici 6 mois vous allez complètement aller dans une autre direction et du coup avoir des besoins complètement différents. Et évidemment, comme d'habitude, le budget va être un facteur qui va déterminer, qui va tout de suite vous délimiter en fait, limiter vos choix et vous aider finalement à, à investir dans tel ou tel produit. La question qu'on me pose aussi souvent autour du matériel, et du coup c'est aussi lié à à votre pratique de la photo, lumière naturelle, lumière continue ou flash. Je vais en profiter pour le coup de faire un petit peu connaissance avec les gens qui sont connectés et de vous poser la question, êtes-vous de votre côté plutôt lumière naturelle, continue ou flash, et éventuellement aussi si vous pouvez me dire pourquoi. Donc Élise, je ne sais pas si tu peux du coup sortir Je vais le afficher people. petit sondage auquel les Ouais, gens vont pouvoir répondre. Exactement. super. Hop, normalement, vous devriez les voir apparaître sur l'écran. Et il m'en manque encore un petit. Hop, Ce sont des et questions vraiment voilà. qui, moi en tout cas, m'intéressent énormément parce que des fois on me pose des questions sans me donner de contexte. Et sans contexte, c'est un peu compliqué pour le coup pour moi de conseiller. Sachant que bah, vous allez le voir de toute façon avec les différents scénarios que j'ai partagés avec vous, que j'ai un petit peu touché à tout en fonction du type de projet sur lequel je travaille. Voilà, il m'arrive de travailler exclusivement en lumière naturelle, entre guillemets, lumière continue ou flash, même si la lumière continue en ce moment, je suis un petit peu en train de freiner, voilà, pour des raisons que je vais peut-être développer plus tard. Donc là, je vais On vous voit les partager résultats à peu près, ouais. Yes. Tu les vois, toi, Hayes?
Alors attends, pas simple à contrôler. Ah oui, je vois quelques-unes, ouais. Ça Moins de s'affiche matériel à petit à transporter, petit. ouais, c'est pas mal ça, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pensais en fait. Donc, j'attends encore un petit peu. Ellie, je sais pas si du coup, est-ce qu'on voit mes images sur l'écran ou est-ce que le pôle est par-dessus? Le Sont pôle est par-dessus. par-dessus pour l'instant. Et le pôle est par-dessus pour l'instant. Donc, on va attendre un petit peu. Parce que j'allais partager avec vous quelques images justement qui plus ou moins résument ma pratique actuelle. Et les 3 scénarios que je vais dévoiler évidemment sont un, le home studio, 2, la réalisation de photos en extérieur en mode urbain, et 3, dans des lieux spécifiques, qui est un petit peu ma spécialité, c'est de shooter, de faire des mises en scène dans des lieux un petit peu atypiques. Voilà. Donc là, pour les réponses à la question parmi les personnes présentes à ce webinaire en shoot en extérieur, travaillez-vous en lumière naturelle? 100% oui. À la question pour ceux qui travaillent en lumière naturelle lors de shoot en extérieur, pourquoi ce choix? Alors, parce que ce n'est pas simple à contrôler, elle est plus accessible et moins chère, parfois plus belle, moins de matériel à transporter, jouer avec les ombres en pleine nature, pour un rendu doux et fidèle à la réalité. Ne me suis jamais réellement confrontée à la lumière artificielle en extérieur, mais utilisation de flash en photographie spéléo, pas le choix sous terre. Ah, Ou alors, car pas de flash, manque de pratique pour maîtriser les flashs, moins de matériel à transporter aussi. J'ai un Cobra, mais très peu d'utilisation. Parce que je n'ai actuellement ni flash ni lumière continue, j'arrive pas à choisir. Je joue avec la lumière ambiante, lumière du matin ou du soir l'été et toute la journée l'hiver, car c'est une lumière très douce le matin comme en fin de journée. Si j'ai une bonne luminosité et un réflecteur, facilité, pas de contrainte du flash à utiliser, pas de flash portable. il y a beaucoup Moins de l'aspect pratique avec les contrainte, hein. flashs. Ouais. Ouais, il y a beaucoup l'aspect contrainte qui revient quand même, et le côté transport aussi, et que je comprends tout à fait en fait, puisque vous allez le voir au fur et à mesure que je dévoile les scénarios. Le dernier scénario, il y en a qui vont peut-être halluciner sur la quantité de matériel que j'amène, et c'est la contrainte en fait de ramener des flashs en extérieur ou sur un lieu. Bah, faut pouvoir les transporter, il y a la mise en place, il faut aussi après plier bagages, etc. Donc c'est des choses à prendre en considération. Et tout va être lié en fait à votre expérience, à votre pratique de la photo et à vos goûts de toute façon, ce dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Donc ça va aussi orienter vos choix dans l'investissement de votre matériel, heu, voilà, pour votre pratique de la photo. Du coup, je vais enchaîner avec les différents exemples. Donc ça, c'est un exemple en home studio, avec Flash. Heu, Ça, c'est vraiment cette image, le type d'image que je fais, encore aujourd'hui régulièrement, que je faisais à l'époque quand j'ai débuté, en extérieur avec une danseuse et pour le coup sans flash. Juste mon petit sac que je vous ai montré tout à l'heure, mon boîtier et 2-3 objectifs, souvent que 2 objectifs que j'utilise, mais j'en parlerai un peu plus tard. Là, c'est un petit peu la même configuration, toujours une configuration légère. On revient toujours à cet aspect, contrainte, donc pour amener le moins de matériel possible. Là, pour moi, rajouter un flash, c'est avoir davantage de contrôle, en fait, puisque j'avais pas du tout cette lumière qui tombait sur elle à cause des arbres que vous voyez à gauche. Donc j'ai rajouté un petit flash à gauche de ma caméra. Idem, l'orientation du soleil ne m'arrangeait pas du tout, donc j'avais besoin que cette lumière l'entoure davantage, fasse un peu le tour par rapport au corps et dessine un peu plus sa musculature pour cet athlète de fitness. Donc j'ai rajouté un petit flash qui est placé à gauche de ma caméra. Ça, c'est en intérieur. À l'intérieur, j'utilise toujours des accessoires. Donc là, évidemment, petite fumée et un seul flash pour le coup qui vise juste derrière elle sa tête directement. Là, c'est un mélange à la fois flash et lumière LED RGB. Donc lumière LED RGB derrière elle pour la couleur rouge et devant elle ma lumière principale qui est un flash. Et évidemment, ça c'est un petit peu mon truc. J'ai envie de dire presque ma spécialité, le travail avec les voiles, le lieu. J'ai utilisé pour cette image 3 flashs différents. Alors tout à l'heure, parmi les réponses, on parlait du côté naturel. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où vous utilisez des flashs, on peut s'éloigner petit à petit de la réalité. Alors après, qu'est-ce que la réalité? Ça peut être un débat. Voilà, donc on va commencer par le premier scénario, donc le home studio, ce que j'utilise en home studio. Alors moi, ce que j'entends par home studio, c'est le genre de setup que vous pouvez faire dans votre salon, par exemple, dans moins de 20 mètres carrés. Donc vous allez mettre
un fond, utiliser 2, 3 flashs. C'est un setup que vous pouvez utiliser aussi chez le client, donc chez l'habitant, chez une personne avec qui vous devez réaliser, pour qui vous devez réaliser une séance de portrait pour aller chez elle, ramener votre fond, ou pour du corporate si le client ne veut pas réaliser ses photos dans les bureaux et avoir un fond plutôt neutre. Et ben, vous pouvez vous inspirer un petit peu des outils que je vais partager avec vous maintenant. J'ai un Alors, petit sondage encore du coup. ah oui, bah vas-y. Pour savoir qui d'entre vous Oui, c'est vrai. travaille en Qui travaille home en home studio? studio ou studio? Ouais. Ah, quand Ah! même, quand même, ouais, ouais, ouais. Alors, faut savoir, je vais en profiter pour parler de mon expérience studio. En fait, moi, j'étais pas très studio jusqu'à 2020. Je me suis intéressé davantage à la discipline parce que j'étais amené à travailler davantage en portrait et en intérieur. Et c'était un challenge aussi pour moi, une nouvelle approche, une nouvelle façon d'explorer et de d'étendre un petit peu mon expérience en tant que photographe. Et surtout pour la direction, parce que je me retrouvais face à des gens qui n'étaient pas forcément des athlètes ni des danseurs, donc une autre façon d'aborder la direction de modèle. J'y ai pris goût avec le temps, et j'ai commencé de temps en temps, enfin j'ai commencé il y a 2, 3 ans maintenant, j'ai commencé à proposer des séances un peu plus régulièrement pour du portrait, dont la photo qui est juste derrière le pôle, qui résume un petit peu ce que je peux faire dans moins de 20 mètres carrés, là pour le coup chez moi. Donc home studio 43%, studio 27 et non 37%. Donc c'est quand même pas mal de gens qui font du home studio. Faut dire aussi que le home studio, en termes de contrôle et en termes de confort, c'est pour pour pas mal de personnes qui débutent, c'est une porte d'entrée. C'est la façon la plus facile de débuter, j'ai envie de dire, puisque on est dans un environnement qu'on connaît, on a à disposition tous nos outils, et donc voilà, c'est un peu plus confort et on peut un peu plus facilement explorer certaines choses avec les modèles. Voilà, un exemple backstage de ce que je peux faire chez quelqu'un. Donc avec un fond, quelques accessoires. Euh, et là, c'est un peu particulier puisqu'il y a la coiffe, samba avec la tenue, etc. J'avais un peu peur que ça ne fonctionne pas, mais finalement, on a réussi à le faire fonctionner, même si j'ai pas réussi à avoir la coiffe en entier. Et voici le résultat en image, avec une seule lumière et quelques réflecteurs. Côté matériel, donc voilà, tout à l'heure j'ai parlé de mon kit de base, enfin le kit de base, le kit avec lequel j'ai commencé. J'ai basculé, je suis passé de Canon à Fujifilm il y a 3 ans, je crois. D'abord en passant par le GFX 50S, ensuite par le 100, et maintenant je travaille exclusivement le GFX. Non, pas exclusivement, mais je travaille régulièrement avec le GFX 100S. Cette photo date de l'époque où je me suis amusé à tester différents objectifs, parce que je ne possède pas ces objectifs-là. C'est quelque chose que je conseille d'ailleurs à beaucoup de gens qui recherchent, qui essayent de comprendre, de savoir quel type de matériel est fait pour leur pratique de la photo. Moi, ce que j'ai beaucoup fait à un moment donné, c'est d'aller dans les salons, d'aller dans les magasins photo et d'assister à tous les workshops gratuits, parce qu'ils en font régulièrement. Ici à Toulouse, il y a un magasin qui s'appelle Numérifote, qui est vraiment génial, puisqu'ils organisent régulièrement des workshops avec certaines marques. Et ça m'a permis de tester différents boîtiers, de tester différents objectifs et de me faire vraiment une idée de ce qui me correspondait le plus. Et c'est comme ça finalement que j'ai découvert Fujifilm et que j'ai basculé vers la série GFX. Donc pour le home studio, j'utilise essentiellement 2 focales. Donc le Fujifilm GFX 100S avec le GF 50 mm f3.5 et le GF 80 mm f1.7. Donc il faut savoir, je rappelle quand même aux gens, que le GFX 100S a un capteur qui est beaucoup plus gros que le plein format. Donc il faut faire un petit calcul si vous utilisez du plein format pour avoir l'équivalence. Donc 50 mm, il me semble, c'est 40 mm en plein format. Et le 80 mm, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de un peu plus de 50 mm. J'ai pas le chiffre exact, mais on est dans ces eaux-là. Donc les voilà, le 80 mm f1.7 qui est très lumineux et qui est très gros. Mais j'utilise beaucoup en studio parce qu'il me permet de réaliser les portraits que je vous ai montrés tout à l'heure ont été réalisés avec ces objectifs-là. Pour les flashs,
Alors, vous allez peut-être voir dans certaines images backstage que je vais partager ici que je suis passé par différentes marques. J'étais chez Broncolor avant et j'ai basculé chez Godox il y a à peu près 2 ans, pour plein de raisons différentes. La première, c'est surtout le rapport qualité-prix et ensuite la variété en fait des outils qu'ils proposent, et notamment pour les plus petits flashs. Tout à l'heure, durant le sondage, on parlait du côté pratique, du fait de pratiquer la photo avec des flashs et du fait de les ramener systématiquement dans son sac, c'était peut-être pénible, etc. Et ben, avec des flashs comme la D300 Pro, par exemple, ou la D200 Pro, qui sont vraiment petits, je suis en mesure d'amener ces flashs avec moi et d'avoir cette option, d'avoir un contrôle supplémentaire, juste au cas où, sur une scène, si j'ai vraiment besoin d'un petit coup de flash, de les avoir à dispo dans mon petit sac et de les sortir et de les utiliser. Quand vraiment je sais que je vais avoir peut-être une lumière compliquée à gérer, je vais ramener avec moi la D600 Pro qui est un peu plus gros. Et là, après, ça dépend des projets et pour qui je travaille. Je peux ramener avec moi l'AD 1200 Pro, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Euh, pour le home studio, je vais utiliser des C-stands. Alors, je sais pas s'il y a un mot, une traduction française pour ça, mais j'ai une petite photo qui va vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi un C-stand ressemble. Donc pour la D200 Pro et la D300 Pro, voilà, vous les avez à côté de la D600 Pro, donc vous voyez un peu la différence en taille. Et ça, pour tous ceux qui débutent en home studio, c'est amplement suffisant en termes de puissance, même en extérieur, mais en home studio tout particulièrement, parce que vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'avoir 600 watts ou 1200 watts. C'est excessif pour du studio. Et le fameux C-stand avec le bras pour déporter votre flash, que j'utilise régulièrement pour placer mon flash dans n'importe quel angle en fonction de ce que j'essaye de réaliser. Alors ils sont vraiment robustes et vraiment pratiques. En tout cas en intérieur, c'est les pieds lumière que j'ai privilégiés. Moi j'ai la version qui se détache en bas, qui me permet de les transporter justement quand je vais travailler en extérieur. Mais je les emmène avec moi en extérieur que vraiment quand j'ai pas le choix parce qu'ils sont un peu plus lourds que d'autres pieds lumière que j'utilise également, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc les boîtes à lumière, question qui revient très souvent, qu'est-ce que j'utilise pour modifier ma lumière, pour sculpter ma lumière? Alors j'utilise deux marques, évidemment comme je suis chez Godox, bah, j'utilise leur boîte à lumière, donc le Godox QRP90 et QRP120. P90 c'est le diamètre de la boîte à lumière, 120 donc 120 cm. Et chez Photix, dans la famille Raja, les softbox, donc il y a celui de 105 cm que j'utilise régulièrement, excusez-moi, et les stripbox qui font 30 cm x 140 cm, que j'utilise aussi régulièrement pour du portrait, surtout lorsque je photographie certains danseurs et certains athlètes, pour vraiment mettre en avant leur physique. L'avantage des boîtes à lumière Photix Raja, c'est que c'est un peu un mix, un hybride entre la boîte à lumière traditionnelle et des parapluies, ce qui fait qu'ils sont très faciles à déployer. Et encore une fois, voilà, quand il y a des outils comme ça qui nous permettent de gagner du temps, moi je suis carrément pour. Donc ça, c'est quelques images en fait des boîtes à lumière de chez Godox, donc QRP90, avec la grille d'abeille très utile que j'utilise très régulièrement pour réduire le faisceau et avoir un peu plus de contrôle, voilà, pour pas que ma lumière déborde et se retrouve un peu partout. Et là, une petite image backstage, donc home studio, excusez du bordel. Et le 105, donc ce que vous voyez au-dessus d'elle, en fait, c'est le Photix Raja 105 cm que j'utilise en top light. J'aime beaucoup ce look-là lorsque j'ai une lumière juste au-dessus de ma modèle pour les cheveux, pour les épaules et parfois pour la nuque. J'utilise donc le Photix Raja 105 cm avec la grille nid d'abeille et souvent avec l'AD 300 Pro. Pourquoi? Bah, pour pouvoir le placer aussi haut et de manière sécurisée au-dessus de ma modèle, je préfère utiliser un flash beaucoup plus léger. Le seul inconvénient de la D300 Pro et la D200, pour le coup, c'est que ils ont une monture plus petite, ce qui est logique, ils sont plus petits que la D600 et la D1200. Il faut acheter donc un adaptateur pour pouvoir les utiliser avec des montures Bowens traditionnelles. Et voici le résultat. Donc, type de portrait que je réalise en home studio avec cette configuration-là. Alors, si je reviens un petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont hors champ que vous ne voyez pas,
La lumière qui est à droite là, mais vous le verrez plus tard parce que je vais en parler un peu plus tard à nouveau. Il y a 3 lumières en fait qui fonctionnent en même temps. Donc celle-ci, c'est pour ma lumière ambiante, elle tape dans un réflecteur qui est contre le mur. Et hors champ, à gauche de ma caméra, j'ai ma lumière principale qui est une QRP90. Je pense avec la D600 Pro, qui est ma lumière principale. Vous voyez le reflet de cette lumière en fait dans les yeux de Maëva sur la photo de gauche. Donc ça, ce sont les deux strip box avec mes pieds lumière, donc le 30 cm x 140 cm. Et donc en règle générale, je positionne ces deux lumières soit de part et d'autre de ma modèle, soit légèrement derrière mes modèles pour souligner certaines parties du corps, comme cette photo. Vous pouvez le voir, donc la cuisse gauche et la cuisse droite qui est soulignée par la lumière très légèrement. Donc là, il y a 3 lumières en jeu, au-dessus, à gauche et à droite. Une autre de cette série avec des puissances un peu moins puissants en fait sur les côtés en termes de puissance de flash. Donc dans ces outils accessoires de photo en studio, on pose souvent la question sur le type de fond que j'utilise. Alors c'est pas forcément les plus pratiques, mais c'est ceux que je préfère d'un point de vue esthétique. Ce sont ceux que vous avez vu à l'instant. C'est les toiles peintes à la main. Donc celles que j'utilise sont celles de chez Gravity Backdrops. J'adore leur texture, j'adore leur couleur, ce qu'ils apportent vraiment à mes portraits. Je suis un peu moins fan, même s'il m'arrive d'utiliser de temps en temps des fonds blancs, des fonds noirs, donc des fonds un peu plus neutres. Mais quand je peux, j'utilise les fonds de Gravity Backdrops. Et il m'arrive aussi de temps en temps d'utiliser des filtres à densité neutre pour un contrôle additionnel de ma lumière. Parfois, surtout lorsque j'utilise mes flashs, mes objectifs à pleine ouverture, comme le 80 mm f1.7, même euh, euh, à puissance, alors j'arrive plus, ce que je voulais dire, la puissance la plus basse de mes flashs est parfois trop élevée pour exposer correctement ma modèle. Du coup, je suis obligé d'utiliser un filtre à densité neutre. Ouh, je vais y arriver. Quelques exemples. Déjà vous montrer les filtres en question. Donc c'est des filtres de chez Freewell. Donc ça c'est le filtre à densité neutre variable. Euh, Filtre polarisant, j'en ai pas parlé, qui permet de réduire les reflets, par exemple. Donc si vous shootez à travers une fenêtre ou si vous shootez de l'eau, par exemple, vous voulez réduire les reflets de l'eau, vous pouvez utiliser ce genre de filtre. Le fameux Mist Filter, des filtres Black Pro Mist, que j'utilise de temps en temps avec mon boîtier, tout simplement parce que mon boîtier qui fait 100 mégapixels, parfois une précision chirurgicale. Il en montre trop, voilà, il y a trop de détails, et j'ai parfois besoin de réduire un petit peu ces détails, et un filtre Black Pro Mist va m'aider un petit peu à faire cela. Alors à gauche, vous avez 100 filtres, et à droite avec filtre. En plus, les filtres Black Pro Mist ou Mist vont rajouter ce petit halo en fait sur une source de lumière qui va rentrer dans le champ de votre objectif. Ça peut faire un petit effet sympa en fonction de ce que vous essayez de réaliser. Voici la petite boîte pour ranger ces filtres. Donc, ce sont des filtres magnétiques, donc très simple à mettre sur le boîtier. C'est vraiment la boîte à filtres que j'utilise. Ce sont les filtres que j'utilise le plus en ce moment. Ils sont tout le temps dans mon sac photo. On va passer direct au scénario urbain, ce que j'appelle les Urban Outdoor Sessions. Donc, c'est vraiment les séances que je faisais lorsque j'ai débuté, je suis vraiment investi dans la photographie d'athlètes et de danseurs. Je travaillais exclusivement en extérieur. Donc voilà, c'est ça que je vous ai montré tout à l'heure. KNF Concept Alpha Backpack de 25 litres. Il est petit, avec plein de poches, qui me permet de mettre un petit peu tout ce que vous voyez en fait à l'image. J'arrive à mettre dedans une tablette Wacom que j'utilise pour la retouche. Mon MacBook Pro de 13 pouces, petite boîte à eau, petite bouteille d'eau sur le côté.
Et évidemment, mon boîtier avec, là, il me semble que c'est les 2 objectifs que je vous ai mentionnés tout à l'heure, que j'ai mentionné tout à l'heure, le 80 et le 50 millimètres, qui sont vraiment les 2 objectifs que j'utilise, le plus, en ce moment pour mes travaux. Et donc voilà le type d'images que je réalise, durant ces sessions urbaines. Donc en danse, par exemple, voilà, on peut faire de très jolis portraits, avec très peu d'accessoires finalement, puisque là, j'avais emmené avec moi que 2 objectifs et mon appareil photo. Pareil, ça date d'il y a quelques années, cette photo, prise à Strasbourg, pas de flash, lumière naturelle et pas de réflecteur, rien, juste, mon boîtier et mon objectif. Et pareil, dans la performance. Alors petite précision, la photo que vous avez vue tout à l'heure a été réalisée, avec un 110 millimètres que je n'ai pas cité tout à l'heure, donc le 110 millimètres GF 110 millimètres f2. Et cette photo a été réalisée avec le GF 250 millimètres f4. Alors quand je vous parlais tout à l'heure de vous poser les bonnes questions par rapport à votre pratique de la photo, moi c'est une question que je me suis souvent posée parce que j'aime bien ces deux objectifs qui sont pas donnés. Je me suis posé la question, voilà, est-ce que c'est pertinent pour moi aujourd'hui d'investir dans ces objectifs? Et je me suis rendu compte, à force, au bout d'un moment, je les ai testés au début, et puis j'ai réalisé plusieurs sessions, et je me suis rendu compte en fait qu'il ne me manquait pas tant que ça pour réaliser les images dont j'avais besoin. Donc pour des projets bien spécifiques, je les loue ou on me les prête. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt en fait pour moi d'investir dans ces deux focales. Donc voilà, en extérieur, donc ça c'est un petit peu tous les objectifs que j'ai actuellement. Je parlerai du grand angle un peu plus tard. Grand angle que j'ai acheté assez récemment en fait. Donc évidemment boîtier principal GFX100S, GF 20 35 mm f4, GF 30 mm qui est maintenant à mon goût un petit peu redondant par rapport à ce que je fais depuis que j'ai le 20 35 mm, donc je vais peut-être m'en débarrasser. Et le GF 50 et le GF 80. Alors, et voilà évidemment les 4 objectifs. En termes de flash pour ces sessions urbaines et en extérieur, et ben, je vous le disais tout à l'heure, je vais emmener avec moi les flashs les plus légers. Donc quand vous parlez de contraintes, je trouve que voilà, avec ces flashs-là, ça va. Et vous pouvez vraiment réaliser pas mal de choses avec. Je vous ai parlé de mes stands tout à l'heure, donc les 6 stands qui étaient pas forcément les plus pratiques sur des sessions en extérieur, parce qu'ils sont un peu lourds. Et j'ai investi il y a quelques années dans des Manfrotto, les 1004 BAC, qui sont beaucoup plus légers et qui ont cette faculté de pouvoir s'emboîter dans les uns les autres. Et donc, ils sont plus faciles à transporter. Donc, si vous cherchez des pieds lumière pour des sessions rapides en extérieur, personnellement, moi, je conseille ceux-là. C'est ceux que j'utilise en permanence pour ce genre de session. J'en ai deux, avec leur petit sac. Ils sont vraiment, vraiment très, très, très pratiques. Pour mes boîtes à lumière, moi, je me suis dirigé depuis quelques années, depuis l'année dernière, vers le Godox ADS65S, un peu comme la famille Raja. C'est un hybride entre une boîte à lumière traditionnelle et un parapluie, donc cette capacité à s'ouvrir, à se plier, à se déplier très facilement. Et le fameux Raja 105 cm dont j'ai parlé tout à l'heure, si j'ai vraiment besoin d'un plus grand diamètre, d'une plus grande boîte à lumière en extérieur, bah, je vais utiliser soit le 65 cm de diamètre, soit le 105. Donc ça, c'est l'AD S65, pardon, avec différentes options pour déjà pour limiter le point chaud. Et vous avez la possibilité de colorer en fait votre lumière, d'avoir une lumière un peu plus chaude avec en fonction de la surface que vous allez choisir. Moi, j'utilise en règle générale le blanc pour une lumière beaucoup plus neutre. J'ai jamais utilisé l'aluminium ni la partie dorée. Et voici le type de portrait en grand angle que je réalise avec un flash, donc qui est placé à gauche de ma caméra, avec le Godox, j'ai déjà oublié la référence, ADS65S, donc celui-là que j'ai utilisé pour ce portrait en extérieur. Excusez-moi. Et donc pareil pour cette photo-là, mon flash sur mon pied Manfrotto et l'AD S65
à droite de ma caméra. C'est vraiment le strict minimum que j'utilise pour ce genre de session et ça fait largement l'affaire. Pareil, même type de modificateur, un peu plus haut que ma modèle, je vise son visage. Et encore une fois, là, cette image a été réalisée avec le JF 250 mm, d'où la forte compression entre guillemets. Une bascule sur une configuration plus compacte. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut débuter avec des boîtiers d'entrée de gamme. Et je me suis posé la question par rapport au contenu que je réalise en ce moment, parce que je fais beaucoup de contenu pour le web. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon GFX en RS en permanence? Est-ce que c'est pertinent? Et en fait, je me suis rendu compte que pas vraiment, en fait. Et on peut réaliser de très 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 belles images avec des capteurs plus petits, notamment le récent Fujifilm X-H2S. C'est ça, je dis pas de bêtises. Et le X-H2S, voilà, ces images-là ont été réalisées avec ce boîtier-là. Donc je l'ai eu quelques semaines pour le tester. Et j'ai eu un coup de cœur en fait pour les images que j'ai pu faire réaliser avec, que ce soit avec ou sans flash. Ces deux images ont été réalisées sans flash. Celle de gauche avec le XF 50 mm f1.0, qui est un objectif vraiment incroyable. Et je me suis dit voilà, si c'est du contenu pour Internet, pour du contenu web, il est largement suffisant. Une autre image qui a été réalisée avec en extérieur, pareil, pas de diffuseur, rien du tout, juste l'XH2S avec le 50 mm. Et à nouveau, une autre image réalisée avec ce boîtier. Donc je l'ai acheté récemment en fait, parce qu'il me fallait un boîtier qui était très efficace en photo, qui permettait quand même de réaliser les images que j'aime, et aussi en vidéo. L'XH2S est vraiment très complet pour la vidéo. Et surtout, je voulais quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, que je pouvais aussi utiliser à titre personnel, en voyage, en déplacement, etc., etc. On location, indoor. Donc ça, c'est un petit peu le scénario, c'est le troisième scénario, donc les photos que je réalise dans des lieux un petit peu atypiques. Donc que ce soit des musées, cathédrales ou églises, n'importe quel type de lieu, donc en intérieur. Voici un petit peu la liste des accessoires que j'emmène avec moi. Donc ça, c'est sur une séance. Ça me donne une idée un petit peu du type de travaux que je réalise en intérieur. Et évidemment, pour transporter tout ça, il nous faut des sacs. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du petit sac KNF, qui pour le coup devient un petit peu trop petit pour amener tout ce matériel. Donc là, au niveau pratique, on commence à aller dans un investissement qui n'est pas du tout le même. Et peut-être le début des travaux pour ceux qui veulent aller dans cette direction-là dans leur pratique de la photo, peut-être le début d'un travail en équipe avec un, deux, trois assistants, éventuellement. Donc moi, le Think Tank Airport version 3, c'est vraiment c'est le sac que j'utilise actuellement pour les déplacements que je l'ai pas encore utilisé en avion, mais apparemment il est compatible pour toutes les petites compagnies aériennes. Donc je peux mettre deux boîtiers dedans et tous mes objectifs, et que j'utilise régulièrement pour mes shoots aujourd'hui aussi, quand je dois vraiment m'équiper quand je dois vraiment ramener tout mon attirail avec moi. Le Think Tank Mindshift Pro 50L, ça va être l'alternative au KNF lorsque je suis peut-être en forêt, en montagne, en extérieur, même en milieu urbain. Il me permet de prendre beaucoup plus de matériel avec moi. Donc là, on va vraiment aussi sur une application et des réalisations très spécifiques, quand j'ai besoin d'avoir au moins deux flashs avec moi et plus de 3 objectifs avec moi, voire travailler avec un ordinateur en déporté, voilà, avec ce que j'amène en règle générale sur un lieu. Donc là, quelques images d'illustration de mon utilisation du sac. La particularité de ce sac, surtout pour ceux qui travaillent en extérieur, c'est qu'il a cette petite poche où vous pouvez mettre votre boîtier et deux, trois objectifs sans avoir à enlever votre sac. Vous pouvez directement avoir accès à votre boîtier et prendre vos photos très rapidement si vous voyez quelque chose d'intéressant, et remettre votre boîtier directement et repartir à vos aventures. C'est un sac vraiment très pratique. Et donc dans ce sac-là, je mets différentes choses comme des batteries additionnelles, évidemment ma télécommande, ma petite caméra 360 degrés pour mes backstage, mes câbles, un disque dur, etc.
Donc en intérieur, c'est vraiment là où quelque part je vais me faire plaisir, parce que quitte à ramener du matériel, parce qu'on va aller sur des réalisations vraiment plus complexes, j'aime bien avoir des options et donc je ramène un petit peu, en tout cas tous mes objectifs avec moi, et évidemment mon boîtier principal de GFX 100S. Niveau flash, c'est pareil, je vais privilégier les plus gros parce que en fonction du placement de ma modèle, mais je vais en parler tout à l'heure, je vais avoir des besoins spécifiques et il va être plus simple pour moi d'utiliser l'AD600 Pro et mes deux AD1200 Pro. Après, évidemment, ça dépend du cadre, ça dépend de mes besoins sur place. Donc, voilà, à voir en préparation ce dont j'ai réellement besoin. Mais ça va être vraiment les flashs principaux que je vais utiliser pour ce type de travail. En fonction du nombre de flashs, donc, je vais ramener un certain nombre de pieds lumière, donc les Manfrotto dont j'ai parlé tout à l'heure, les 1004 BAC, les C-stands, évidemment, et un pied lumière dont on me pose souvent la question lorsqu'on les voit à l'image, puisqu'il est très gros, et il me permet de mettre des flashs un peu plus lourds à une certaine hauteur. C'est l'Avenger A504II CS Roller 42 Low Base. Quel nom? Un nom à coucher dehors. Donc voilà, vous avez la référence complète pour ceux qui souhaitaient savoir quelle était la référence de ce pied. Et pour avoir mon flash sans déporter, j'utilise l'Avenger D650, le Boom Arm. J'ai des images d'illustration, vous verrez de quoi je parle dans quelques instants. Donc mes trois flashs, côte à côte, vous les avez vus tout à l'heure. Et évidemment, les deux AD 1200 Pro, que je dois bien évidemment transporter dans quelque chose. Donc j'ai un autre sac Think Tank qui me permet de mettre tous mes gros flashs dans un seul sac, à roulette, et déplacer tout sur place. Ce qui fait que maximum, en fait, j'ai avec moi, en règle générale, trois, allez, quatre sacs avec moi qui me permet d'avoir un petit peu, j'ai presque envie de dire tout mon studio avec moi. Donc et voilà encore, deux générateurs et mes deux têtes. Et donc la référence du sac en question, c'est le Think Tank Logistics Manager 30, la version 2. Alors vraiment, j'avais fait déjà un What's in my bag sur ma chaîne YouTube où je parlais un petit peu d'anciens sacs et que j'utilisais par le passé. Et j'ai été souvent déçu en fait des sacs euh, que j'avais achetés par le passé. La marque Think Tank, aujourd'hui, c'est vraiment la marque que je recommande. Alors, j'ai pas d'action dans la marque, c'est juste que vraiment ce qu'ils font, ils font vraiment des produits de qualité qui me permettent vraiment de ramener de manière sécurisée tout mon matériel sur un shoot. Et voilà un autre exemple, donc euh, c'est le Mindshift qui est à gauche et le Logistics qui est à droite. Et donc voilà, je vous parlais du pied tout à l'heure. Alors excusez-moi parce que je vais devoir, je suis un peu malade donc je vais devoir me moucher. Je suis vraiment désolé. J'ai juste coupé mon micro un instant. Voilà, je suis désolé. Je suis de retour. Et donc le pied, le gigantesque pied que vous voyez de temps en temps dans mes vidéos, c'est celui-là en fait, l'Avenger avec le bras qui me permet de déporter mon flash et de le placer vraiment où je veux, à l'angle que je veux. Et ça c'est vraiment un outil super pratique, surtout pour, en haut du studio tout à l'heure, lorsque vous aviez mon AD300 Pro qui était au-dessus de ma modèle, j'utilise ce pied-là avec ce bras-là, donc de manière sécurisée. Souvent j'attache, lorsque je mets un flash un peu plus lourd sur ce bras-là, j'utilise un câble en acier pour quand même l'attacher au bras. On ne sait jamais. J'ai jamais eu d'accident et j'espère ne jamais en avoir. Mais la sécurité avant tout. Et c'est le pied principal que je vais utiliser aussi pour mes grosses boîtes à lumière dont je vais parler un peu plus tard. Alors, j'aime beaucoup ce pied-là. Il est super lourd. Euh, à l'époque, j'avais pas les moyens d'acheter la version avec manivelle. Dans le futur, j'espère pouvoir en avoir un avec manivelle parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique ensuite, surtout avec le poids à l'arrière et le flash de surélever le bras plus tout ça en fait dessus. Pas forcément évident sans la manivelle. Évidemment, le résultat en image. Et un autre exemple, on était sur une scène et j'avais transformé la scène en un studio entre guillemets. Et j'avais envie que ma lumière passe au-dessus de ma modèle qui était surélevée sur une échelle pour réaliser pardon, cette image.
Donc je vous parlais tout à l'heure du bras euh, qui permettait de déporter mon flash. Donc c'est exactement ce que j'ai utilisé ici. Donc le flash il est placé juste au-dessus d'elle. Je me souviens plus de quel côté il partait. Je crois que c'est du côté droit de l'image. Il arrive juste au-dessus d'elle avec l'AD300 Pro que j'ai utilisé du coup pour cette image, plus il me semble que c'est le Photix Raja 105 cm avec la grille pour vraiment délimiter et contrôler le faisceau lumineux. Donc ça, c'est la séance que j'ai réalisée à l'église du Jésus. Il y avait très peu de lumière. C'était vraiment un défi d'éclairer un petit peu ce lieu et de réaliser les images. Euh, le backstage complet sur ma chaîne YouTube et j'en parle justement dans le backstage de cette séance qui a été très compliquée pour moi. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de la D300 Pro et la D200 Pro que j'amène quand même avec moi, même si j'utilise les plus gros flashs sur ce genre de réalisation. En fait, je les amène avec moi pour une simple raison. Je ne sais pas si vous voyez derrière l'hôtel est éclairé par derrière et en fait, j'ai tout simplement placé la D300 Pro à la verticale pour créer cette lumière derrière. Et ma lumière principale est placée à gauche de ma caméra pour ma modèle et j'ai rajouté une autre lumière. Si je dis pas de bêtises, c'était le P90 pour le P120 pour éclairer l'hôtel qui se trouve derrière la danseuse. Et là, j'ai travaillé sur une grosse partie de cette séance-là, j'ai travaillé au grand angle que j'utilise de plus en plus, que j'avais beaucoup utilisé à mes débuts, que j'utilise de plus en plus en ce moment. Donc voilà, un petit récapitulatif de ce que j'utilise pour des séances en intérieur. Donc le Photix Raja 105 cm, QRP 90, QRP 120, et voilà mes deux modificateurs de lumière préférés quand je peux les amener vraiment, c'est ce que je vais amener pour plein de raisons. Euh, déjà parce qu'ils permettent de modeler, de modifier ma lumière très facilement. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement le concept. Donc les paraboliques de chez Godox. Alors c'est un petit peu entre guillemets des clones de ce que fait Brocolor, parce que j'ai aussi utilisé les paras de chez Brocolor qui livrent une lumière assez unique et je sais que même si les paras de chez Godox, allez, soyons honnêtes, sont un peu derrière en termes de rendu, ils s'en approchent très fortement à un prix, je sais pas si c'est 4 ou 5 fois moins cher que la version Brocolor, mais en tout cas, rapport qualité-prix, je pense que ça vaut le coup d'investir dans, euh, dans ces modificateurs, surtout si vous aimez ce type de rendu. Alors, je vais vous montrer quelques images évidemment. Là, c'était pour une séance fitness. Donc, la particularité de ces paraboliques, donc de P128, là, c'est le 128 que j'utilise, c'est cette possibilité de pouvoir modifier la position, le positionnement de votre flash à l'intérieur de votre multiplicateur. Donc, soit complètement rétracté à l'intérieur, soit complètement à l'extérieur. Ce qui va changer l'intensité, évidemment, de votre lumière, va concentrer la lumière et vous donner quelque chose de plus punchy, de plus contrasté, et va projeter davantage de lumière lorsqu'il est à l'intérieur, et à l'inverse, lorsqu'il est à l'extérieur. Le plus à l'extérieur, vous allez avoir une image un peu plus diffuse. Donc là, j'ai ramené en plus mon strip box de chez Raja, donc le 30x140. Et voici le résultat. Donc pour le portrait de cette athlète. Donc voilà, focused. Donc quand il est à l'intérieur, vous avez ce type de réflexion. Et lorsqu'il est à l'extérieur, vous voyez un peu la différence. À l'intérieur, je refais, à l'intérieur. Vous pouvez évidemment jouer avec, faire un entre-deux, si vous voulez un peu plus de punch, un peu plus de contraste. Et c'est vraiment pratique parce que pour le coup, voilà, avec une seule boîte à lumière, vous pouvez avoir différents looks. Et c'est vraiment ce que j'aime avec les paras. Donc là, en termes, je parlais de projection tout à l'heure. Et ben voilà, là j'ai utilisé un grand angle. Mon para est placé à gauche de ma modèle. Et étant donné la distance que devait parcourir la lumière, euh, le para 128 heures, évidemment, il y a d'autres modificateurs qui peuvent être utilisés, mais moi je trouve que il est vraiment très efficace pour ce type de réalisation. Et vous pouvez aussi ramener vos paras en extérieur, petit aparté. Donc là, pour ce petit montage du triathlète,
On a emmené en extérieur le P128. Alors évidemment, faire attention au vent, sinon vous risquez de, de faire tomber votre lumière et votre pied. Donc voilà, faites attention au vent en extérieur. Et tout ça est transportable évidemment dans sa housse, le parabolique et la lumière. Donc quels accessoires choisir? Vous voyez un petit peu, donc moi j'ai décomposé en 3 scénarios différents. Alors évidemment, vous pouvez prendre, vous inspirer de tout ce que j'ai partagé avec vous par rapport à votre pratique ou à vos pratiques futures et à vos objectifs. Moi souvent, sur des shoots, des fois je râle et je me dis tiens, il m'a manqué tel ou tel accessoire, j'en prends note. Et au bout d'un moment, si cette question revient souvent, si je me dis bah tiens, cet accessoire m'a vraiment manqué, il faut vraiment que j'investisse dans cet accessoire-là parce que j'en ai vraiment besoin, c'est là que je le mets sur ma liste de mes prochains achats. Voilà, c'est vraiment dans la pratique quotidienne, dans votre expérience photographique, prenez des notes à chaque fois sur vos besoins. Et sur les objectifs, j'insiste vraiment là-dessus, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ne voyez pas trop loin en fait. Ne voyez pas trop loin. Euh, voilà, voir. J'ai une anecdote là récemment parce que je suis en train de vendre un boîtier et une personne a voulu me l'acheter en me disant voilà, j'aimerais acheter votre boîtier plat format. Et je lui ai posé la question quelle est votre pratique de la photographie? Et il m'a dit qu'il était amateur. Et je me suis dit bah tiens, c'est quand même un gros investissement pour un amateur. Au même prix, plutôt que d'acheter ce boîtier, vous pouvez acheter un boîtier d'entrée de gamme avec deux trois très bons objectifs et ça va vous tenir quelques années et vous permettre de faire vos armes en fait dans votre pratique de la photographie et davantage apprendre davantage apprendre avec ce boîtier entrée de gamme et ces focales-là que plutôt d'avoir un outil où vous allez vous sentir dépassé au bout de la troisième, quatrième séance, quoi. Et évidemment, le budget, encore une fois, qui va, euh, qui va limiter vos options, donc ça, on peut pas y couper. Comment s'adapter à un projet? Alors ça, c'est quelque chose que j'aborde aussi très régulièrement, c'est la préparation. Alors je dis pas que toutes les séances photo doivent forcément nécessitent forcément ont forcément besoin pardon d'une adaptation, d'une préparation. On va y arriver. Euh, Évidemment, pour le dernier scénario que j'ai partagé avec vous, une préparation est indispensable. Il faut visiter les lieux en amont, savoir voilà quel type de lumière vous avez sur place, d'où viennent les lumières en fonction du placement des fenêtres ou des lumières qu'il y a à disposition sur place. Moi, je découpe mes scènes, je vais créer une shortlist, je vais déjà m'imaginer certaines mises en scène, mes compositions à l'avance, et tout ça va euh, me permettre de faire une liste de différents outils dont j'ai besoin que je vais pouvoir ramener sur le shoot. Et je vais aussi définir mon setup lumière en amont et me pousser quelque part, me forcer à amener le strict minimum. Alors déjà pour des raisons pratiques, on en a parlé tout à l'heure par rapport au sondage, mais aussi parce que je me suis déjà retrouvé dans des situations aussi où j'avais pas très bien préparé, j'ai ramené beaucoup d'options sur place, et finalement avoir trop d'options, et ben je m'éparpille un petit peu, et finalement je perds un petit peu mes objectifs, et je fais un peu n'importe quoi sur place. D'avoir préparé un petit peu avant, ça permet d'être plus efficace, et d'atteindre ses objectifs, et d'atteindre tout simplement ses objectifs. Au cœur de la retouche. Parce qu'évidemment, là, on a vu un petit peu les différents types de scénarios auxquels je suis confronté pour les travaux que je fais actuellement. La retouche fait partie intégrante de mon travail puisque je fais moi-même mes retouches, la retouche de mes photos et de mes images. Et je vais partager évidemment avec vous ce que j'utilise comme matériel. Il me semble, Élise, qu'on a une petite question pour tout le monde là. Tout à fait. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Ok, très bien. Alors, j'ai encore des petits sondages. Notamment, utilisez-vous un écran de retouche? Oui, non, aucune utilité. Et aussi, dans le cadre de cette retouche, quel logiciel de retouche utilisez-vous? Sachant qu'on a fait plusieurs propositions, ils n'y sont pas tous, mais la réponse sans être orientée est aussi liée au logiciel que toi, Ace, tu connais, évidemment. Oui, oui, oui. En fait, c'est vraiment lié à ma pratique. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui sont venus très récemment, qui sont aussi hyper complets, qui sont tout aussi performants que Photoshop et Lightroom.
Alors moi, c'est directement lié au matériel que j'utilise en fait, puisque, enfin, ça n'engage que moi. Je trouve que, par exemple, Capture One est un dérotiseur beaucoup plus efficace pour les fichiers de chez Fujifilm, parce qu'il me semble qu'ils travaillent main dans la main à chaque fois qu'ils sortent un boîtier, et le rendu, en tout cas, moi j'ai pu comparer entre le Lightroom et Fujifilm, et à mon sens, meilleur avec Capture One. L'autre élément qui m'a poussé, l'autre argument qui m'a poussé à privilégier Capture One, c'est lorsque je travaille avec un ordinateur, tout simplement, lorsque j'avais commencé à travailler, comme on dit, tethered avec mon câble orange, mon fameux câble orange branché à mon Mac, je trouvais que Lightroom était très très lent. Alors je sais pas si Lightroom a fait des progrès à ce niveau-là, mais oui, il y a quelques années, je le trouvais tellement lent et il faisait beaucoup de coupures. Alors je dis pas que j'ai jamais eu de bug avec Capture One, j'en ai eu quand même quelques-uns. Mais Lightroom, c'était vraiment une usine à gaz. J'avais vraiment beaucoup de mal à travailler avec. Du coup, j'ai un peu délaissé Lightroom. J'utilise Lightroom encore de temps en temps parce que je réalise encore euh, euh, pas des photos reportages, mais je couvre des événements. Et sur ces événements-là, quand je me retrouve avec beaucoup d'images, Lightroom, pour le coup, est très pratique pour le tri et pour le post-traitement en batch processing. Je sais pas comment on dit en français, mais voilà, pour appliquer différents réglages sur plusieurs images en même temps. Donc j'utilise encore Lightroom pour ça, mais sinon essentiellement Capture One. Donc si je regarde un petit peu vos résultats, utilisez-vous un écran de retouche? Alors il y en a apparemment qui ont 64% qui utilisent un écran de retouche dédié. Aucune, aucune utilité, quand même, 3%. Alors j'imagine que c'est ceux qui peut-être pratiquent par passion. Et non. Ok, ok. Alors moi, si je devais partager mon expérience un petit peu avec BenQ, dans une des vidéos d'ailleurs qui a tourné en introduction, je parlais un petit peu des quelques soucis, quelques galères que j'ai eu lorsque je travaillais uniquement sur un petit ordinateur en fait. Des détails que je ne voyais pas, les couleurs qui sont beaucoup plus précises en tout cas sur mon 321C et sur mon 271C, et qui me permettent d'être beaucoup plus confiant dans ma retouche et surtout si derrière je dois envisager une impression ou en tout cas tout simplement lorsque je livre mes fichiers à mes clients. Alors Lightroom 49% et Photoshop 46%, autre que 5%. Donc on est quand même sur les gros logiciels hyper connus. Donc voilà, donc j'ai partagé avec vous moi les logiciels que j'utilise. Pour mes écrans, j'ai fait pas mal de tests de configuration. Là sur l'image que vous voyez à l'écran, j'utilise le 321C et le 3205, le PD3205U. PD3205U que j'utilise essentiellement aujourd'hui pour la bureautique et le web, et en deuxième écran pour la retouche, pour le montage vidéo, et le 321C qui est vraiment mon écran de référence pour tout ce qui est retouche photo. Et ça, c'est à l'époque quand j'avais reçu le 271C, donc je les avais mis côte à côte pour voir un petit peu s'ils étaient capables d'avoir un rendu identique, et c'était le cas. J'ai beaucoup travaillé avec les deux côte à côte. Mais pour le coup, j'ai changé un petit peu ma configuration récemment et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je travaille aujourd'hui toujours avec un MacBook Pro M1 13 pouces que je vais peut-être changer dans quelques mois. Et bizarrement, je suis pas full Mac, je travaille avec un PC. PC dont je n'ai plus la configuration, mais en tout cas, je l'ai pas en tête là. En tout cas, j'ai choisi de travailler sur PC parce que j'avais besoin d'avoir un gros PC bien puissant pour le montage vidéo, parce que je fais pas mal de montage à la maison. Et, euh, et la même configuration en Mac, à l'époque, pour moi, était juste, j'avais pas les moyens, tout simplement. Donc voilà. Et donc quand j'ai des gros travaux en retouche photo, j'utilise mon PC avec ma Wacom Intuos Pro S tablette, une petite tablette de retouche. Pareil, quand je suis en déplacement, des fois je fais quelques petits ajustements avec mon MacBook Pro. Avec le trackpad, c'est un petit peu l'enfer, donc j'ai souvent hâte de retrouver ma petite tablette. Et quand je suis à la maison, comme je vous le disais tout à l'heure, ma config actuelle, c'est mes deux écrans, le 321C et le 3205U. Et j'utilise donc les deux logiciels, le Capture One et Adobe Photoshop. Donc ça, c'est quand j'ai testé
271C avec mon MacBook Pro. Ce que je trouve vraiment pratique, du coup, c'est le câble unique en USB-C qui me permet, d'alimenter mon MacBook Pro et en plus, d'envoyer toutes les infos sur le deuxième écran. Donc ma petite tablette Wacom, j'avais le Medium avant, Intuos Medium Pro, un truc comme ça, que je trouvais trop gros. Et donc l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, j'ai pris la version plus petite qui a le Bluetooth intégré, ce qui me permet d'utiliser en déplacement avec mon MacBook Pro sans avoir à le brancher. Là, il est branché à mon PC, mais en général, en déplacement, je le branche pas, je l'utilise en Bluetooth. Et donc le petit stylet, un gain de temps vraiment considérable pour la retouche, notamment pour le portrait, pour la peau, pour ce genre de choses. Pour moi, c'est indispensable. Et donc voilà la raison pour laquelle je suis repassé à une configuration à 2 écrans et pourquoi j'ai enlevé le 271C. C'est parce que j'ai cette valise maintenant que j'ai pas encore pu utiliser en shoot. C'est la valise SX1 de chez BenQ. C'est BenQ qui fabrique ces valises-là, qui permet en fait d'accrocher sur le couvercle, comme vous pouvez le voir, l'écran, donc le S271C pour l'occasion. Mon Mac peut être devant, et en gros j'ai un studio portable avec un écran de 27 pouces où je veux. Et je peux le trimballer dans une valise anti-choc qui résiste aussi à la pluie, il me semble, avec des roulettes. Et vraiment pour des réalisations, j'ai envie de dire entre guillemets ambitieuses, un peu comme l'image que vous avez sur l'écran, sur le gros écran avec la rampe rouge. Lorsqu'il y a des montages que je dois faire en direct ou des essais que je dois faire en direct, ça me permet vraiment de minimiser les erreurs que je pourrais faire en retouche après, pas avoir de surprises désagréables parce que voilà, moi je déteste faire des choses par défaut. Et donc ça peut m'assurer sur vraiment de gros projets de réellement d'être super précis sur le terrain et de pas faire d'erreurs. Encore une image de ma config. J'ai vraiment hâte de le tester. À mon avis, je vais faire une vidéo review sur ma chaîne YouTube, sur mon blog. Alors, d'autres accessoires à considérer pour votre pratique. Je parlais de réflecteurs tout à l'heure. J'en ai d'autres, des réflecteurs, dont 2 Godox 150 cm et 200 cm, le fameux 5 en 1. Le réflecteur, le petit que j'utilise toujours de 80 cm, 2 en 1. Et pour vos portraits de studio, ou pour n'importe quoi d'autre en fait, ce qu'on appelle des Apple Boxes. Alors, le 5 en 1, c'est ça. Vous avez à la fois un réflecteur, donc avec une surface en alu, une surface dorée, une surface blanche et une surface noire. La surface noire, ça vous permet de rajouter des ombres sur vos portraits, d'absorber un petit peu la lumière, de rajouter un petit peu de contraste, à l'inverse le blanc, donc réflecteur évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour déboucher un petit peu vos ombres, et vous avez une surface un petit peu translucide qui vous permet d'utiliser cet énorme diffuseur aussi non, c'est un énorme réflecteur comme diffuseur, pas que je me trompe dans les termes. Et j'ai quelques exemples du coup, alors ça c'est en plus grand évidemment le réflecteur que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, vous voyez mes 2 réflecteurs Godox. Donc le translucide est utilisé derrière comme fond. Donc vous pouvez utiliser, vu leur taille, 150 cm x 200, vous pouvez utiliser la surface noire et la surface blanche comme fond. Mais là, j'ai utilisé la surface translucide avec un flash qui tape dedans derrière. Et pour déboucher un petit peu les ombres en dessous, sous le nez et sous le menton, j'utilise l'énorme réflecteur. Alors, j'avais pas besoin d'en avoir un truc aussi gros, mais c'est celui que j'avais sous la main. Donc, la lumière va rebondir dessus et permettre un petit peu d'atténuer un petit peu les ombres. Ce qui donne ceci. Donc, avec le fond blanc et le fond translucide sur cette série de portraits. Et donc, les fameux Apple Boxes, donc c'est des petites boîtes, un kit de boîtes que j'aime beaucoup en fait, parce que ça me donne d'autres options pour mes modèles, ça permet au modèle d'avoir d'autres appuis, de me proposer d'autres types de poses. Et j'utilise aussi ces boîtes sur les tournages pour mes caméras, pour m'asseoir, enfin plein d'utilisations différentes, même pour mes pieds lumière. Là, sur cet exemple, il y a un mix d'un petit peu tous les accessoires que je vous ai présentés. Donc le 150 x 200 face aluminium à droite. À gauche, c'est le QRP90 de chez Godox.
avec, je pense, la D600 Pro peut-être dedans, le fond Gravity Backdrops et les Apple Boxes pour qu'elle puisse s'asseoir et surtout positionner ses pieds à différents niveaux. Alors souvent quand mes modèles s'assoient, lorsqu'elles sont assises, j'aime bien jouer avec les niveaux, que ce soit les mains, que ce soit les pieds, voilà, pour donner un petit peu de forme à la pose et un peu plus de profondeur et de relief. Pareil, vous voyez les pieds comment ils sont placés par rapport aux Apple Boxes. J'ai mis dans le même axe que ma lumière principale, donc mon énorme réflecteur en alu. Et à droite, j'ai placé une autre lumière avec un strip box. Et voici les images que j'ai réalisées avec. Et donc en configuration Home Studio, donc la premier scénario dont on a parlé au tout début de ce webinaire. Et là, c'est un de mes derniers shoots en lumière continue. Là, j'ai pas utilisé de flash. Et je dois vous avouer que je suis quelqu'un profondément ancré dans le travail au flash. En fait, je suis de moins en moins fan en fait du travail en lumière continue. Et donc une vue un peu élargie backstage que je vous avais montré un peu plus tôt. Là, vous voyez pour l'occasion le flash qui tape dans le mur avec mon 150 x 200 aluminium qui me permet d'avoir un contrôle sur ma lumière ambiante et donc d'avoir davantage de contrôle sur mon contraste surtout. Le 105 cm Raja Photix au-dessus d'elle avec l'énorme pied lumière et le bras dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et hors champ, hors cadre, vous avez à gauche le QRP 90 et vous avez un bout de moi-même à droite. Et voici la photo dans son intégralité. Encore une fois, vous voyez le jeu avec les niveaux, avec les pieds, avec les Apple Boxes, quelque chose vraiment que j'adore faire avec ces accessoires-là. Et donc pour conclure, alors j'espère avoir balayé, je pense avoir balayé la plupart des scénarios auxquels je suis confronté actuellement. Il n'y a pas de recette en fait pour tout. C'est vraiment c'est votre expérience qui prime. Alors évidemment, vous pouvez vous inspirer de tout ce que je vous ai montré, des différents exemples, mais ce qui prime avant toute chose, c'est vraiment votre pratique et les différents projets auxquels vous allez être confrontés, que vous allez développer. Donc, c'est bien de vous inspirer sur YouTube, c'est bien de vous inspirer sur les blogs, d'écouter ce genre de webinaire, c'est toujours utile. Mais voilà, au final, ce qui va vraiment être important pour vous, c'est votre pratique. Et je pense que je vais terminer là-dessus et ouvrir la foire aux questions. Je ne sais pas si on peut appeler Oui, ça comme ça. si. Oui, il y en a. Alors c'est vrai, on nous le dit, on nous le dit dans le chat que c'est hyper intéressant parce que tu as couvert, plein de sujets. Donc, j'ai quand même des questions. Yes. Les boîtes que tu as montrées sur la fin, est-ce que tu peux dire où on peut les trouver? Les boîtes, les Apple Boxes, les boîtes Oui, voilà. en bois là, ouais. Oui. Bah en fait, si vous allez dans Google, c'est le nom de la boutique dans les. Ils sont pas faciles à trouver en fait. C'est vrai qu'ils sont pas faciles à trouver. C'est la marque Pro Aim. Je crois que je suis passé dessus à l'instant. Elle est là. Pro Aim Apple Boxes. Donc si vous tapez juste ce qui est écrit sur l'écran, Pro Aim Apple Boxes, vous allez tomber sur le site en fait. Et en Europe, moi j'ai galéré à les trouver parce que ça fait pas mal de temps que je voulais avoir un kit de ce type-là. Donc il y a différents types de coloris. Le coloris que j'ai, donc un peu marron foncé, sont encore plus compliqués à trouver. Il y en a qui achètent celles qui ont une couleur, qui ont pas de couleur en fait, qui sont neutres et qui ensuite appliquent un espèce de vernis dessus et essayent de les utiliser un maximum pour leur donner un aspect un petit peu vintage. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Enfin, moi, j'hésite pas à les faire tomber, à les abîmer un peu parce que ça leur donne un petit peu de caractère. Mais voilà, Pro Aim Apple Boxes, normalement, si vous tapez ça dans Google, vous devrez pouvoir les trouver. Vous devriez pouvoir les trouver. OK. Alors, ça, c'est une question qu'on avait eue dans un précédent webinaire, mais tu n'utilises pas de flashmètre? Ouais, j'arrête pas d'y penser en fait à cette question-là parce que oui, j'en utilise pas déjà pour répondre à la question et de deux, le flashmètre pour ceux qui se posent la question pourquoi est-ce que j'en utilise pas, c'est déjà une question d'habitude et c'est pas forcément une bonne habitude
parce que c'est vrai que le flashmètre permet d'avoir des résultats consistants. Dans le sens où si vous avez vraiment un look que vous aimez beaucoup, avec surtout si vous utilisez plusieurs flashs, alors c'est vraiment dans ce cas précis pour moi, en tout cas pour ma pratique, si vous utilisez 2, 3, 4, 5 flashs et que vous voulez avoir le même ratio pour le contraste, pour les lumières, les différentes lumières que vous allez utiliser, le flashmètre, ça va vous permettre d'être hyper précis et faire vos réglages beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment lorsque j'utilise qu'un seul flash en extérieur, et même en studio quand j'en utilise que deux, je n'utilise pas de flashmètre. Mais c'est sur une question sur laquelle je vais me penser, je pense, que je vais me pencher, pardon, dans de futures vidéos, ou futurs articles de blog, et peut-être un webinaire, peut-être avec BenQ. Mmh. Tout à fait. Autre question, l'accessoire pour maintenir ton câble à ton boîtier pour l'ordi déporté. Ah Est-ce que oui, oui, est-ce que oui, tu peux rappeler l'info? j'en ai pas parlé en fait. Alors j'utilise un câble de chez Tether Tools, Tether, plus loin Tools, T2OLS. Il me semble que c'est le plus connu, hein, c'est les fameux câbles orange, voilà, c'est les plus connus, les plus utilisés dans le milieu. Et après, il y a une marque qui s'appelle, je l'ai pas là, qui s'appelle Three-Legged Thing. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Hop. Cette marque-là, je sais pas si vous voyez, Three-Legged Thing. Et en fait, c'est la marque de mon trépied, mais c'est aussi la marque de mon, ce qu'on appelle un L-bracket. C'est le petit truc orange que je mets sous mon... Ah bah tiens, je l'ai là. Qui est là. C'est mon fameux L-bracket de chez Three-Legged Thing, qui me permet avec mon boîtier Fuji, en fait, d'enrouler mon câble ici. Comme ça, si jamais il y a une tension supplémentaire sur le câble, ça arrache pas mes ports sur mon boîtier. Ça protège les ports de mon boîtier. Et l'avantage de ce L-bracket, en fait, c'est que je peux positionner facilement sur mon pied, dans les deux sens, en portrait ou en paysage, grâce à la tâche arc à Suisse universelle qui est dessus. Voilà. OK, nickel, merci beaucoup. Est-ce que tu peux redonner la référence de tes 2 éclairages arrière? Tu sais, les 2 types néons? Ah, le type néon, j'en ai pas parlé non plus. C'est vrai Ouais. qu'on les a vus vite fait sur une image. Oui, alors, j'ai pas pu tout couvrir. C'est vrai que pour la lumière continue, il y a d'autres accessoires, il y a d'autres filtres que j'utilise, dont j'ai pas parlé. Pour les néons, aujourd'hui, j'utilise, alors attendez, parce que là, j'ai Internet d'ouvert, parce que je suis pas sûr de la référence. Sur les tubes RGB de chez Godox. Godox fait plusieurs tubes LED de ce type. Et moi, j'utilise les TL120, donc 120 cm, Godox LED Tube, les TL120 RGB. TL120 RGB de chez Godox. Normalement, ça devrait suffire. Si vous tapez ça dans Google, vous devriez trouver. Je les ai beaucoup utilisés comme fond, comme accessoire pour habiller un petit peu certains de mes portraits l'année dernière. Et souvent, quand j'ai besoin d'utiliser de la couleur, parce que c'est sur des tubes RGB, et que j'ai pas besoin de beaucoup de puissance de lumière, j'utilise ces tubes-là parce qu'ils sont très pratiques. Pour le coup, vous voyez en direct le résultat sur votre modèle et c'est très facile de diriger votre modèle, d'avoir les couleurs que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser avec une application sur votre téléphone portable, choisir la couleur avec votre téléphone portable, etc., etc. Alors, question, pour shoot en home studio, quel est le recul minimum? Alors, moi, je pense que 3 mètres, c'est déjà pas mal, hein. Après, ouais, je dis souvent, c'est votre expérience qui va vous aider à définir cela. Quel type de portrait? Est-ce que c'est des portraits? Est-ce que c'est juste la tête que vous allez photographier? Est-ce que c'est le buste et la tête? Est-ce que c'est tout le corps? Moi, je sais que tout le corps, j'ai à peu près 4 mètres, je pense, dans la pièce, en tout cas pour les certains exemples que je vous ai montrés. Je pouvais avoir tout le corps qu'avec certains modèles qui étaient un peu plus petites, on va dire, qui faisaient moins d'un mètre 75. Au-delà, non, même moins que ça, j'exagère, moins d'un mètre 70. Au-delà, il fallait absolument qu'elle soit assise. C'est pour ça que beaucoup de mes images en studio sont des images où les modèles sont soit sur un tabouret, soit assises. Après, ça va dépendre aussi de la focale que vous allez utiliser. Moi, avec le 50 mm, je sais que je peux
avoir une grande partie du corps dans mes portraits. Et avec le 80 mm, je vais être un peu plus serré en fonction, bah, justement pour mes portraits serrés juste du visage et si j'ai juste l'épaule et le visage, ça va être le 80 mm. Donc entre 3 mètres et 5 mètres, ça peut être pas mal en recul. OK. Alors, alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que sont les C-stands? C-stands. On va parler Alors, tout début. on va essayer de revenir sur l'image. Tac, tac. Ici, les fameux C-stands. Alors, c'est un peu les pieds lumière standards que vous trouvez sur les tournages de films. C'est Century Stands. Et je les aime bien parce que je peux aussi accrocher des grosses pinces. Alors, vous avez le bas de ces pieds. Comme ils sont tout en alu, en acier, vous pouvez mettre des grosses pinces, accrocher des pinces dessus, ça va pas abîmer votre pied lumière. Parce qu'avec les 1004 BAC, en fait, si vous serrez un peu trop fort, vous pouvez déformer le pied. J'avais une image à un moment donné, il me semble. Le voilà. Alors, normalement, ils sont vendus 100. Élise, tu vois ma souris ou pas sur l'écran? Vas-y, bouge. Là, je la bouge là. Non. Non, bon, c'est pas grave. Donc, vous avez en travers, en fait, au sommet, c'est le bras qui est vendu à part, mais il s'achète en kit avec le bras de déport, ce qui vous permet d'avoir, alors, très compliqué, hein. Vous pouvez pas faire ce que je vous ai montré tout à l'heure où j'ai ma lumière au-dessus de ma modèle. Là, il faudra un bras plus long et un pied beaucoup plus robuste. Mais ça vous permet de placer justement votre lumière dans des angles un peu farfelus. Donc, le bras de déport est très pratique. Et après, là, vous avez la colonne centrale, évidemment, et les 3 pieds en dessous. Pourquoi je préfère ces stands-là? C'est justement pour leur fiabilité, leur robustesse, euh, qui me permet vraiment d'avoir une pleine confiance, même quand je mets des flashs très lourds dessus. Moi, voilà, je suis en totale confiance avec ces pieds-là. Avec les 1004 BAC, en fait, autant je suis tranquille avec les petits flashs dessus. Avec des flashs plus gros, il faut vraiment que je les laisse que je mette des gros poids en dessous pour me dire que voilà, le vent ou un petit coup de dent ne les fera pas basculer. Alors que ceci, voilà, vous pouvez être vraiment tranquille pour pas mal d'utilisation. Super, merci beaucoup. Quelle densité de mist tu préfères? Alors moi, je préfère utiliser la densité les plus subtiles, on va dire. Donc la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, je crois que j'étais à un demi, ce qui est déjà pas mal. Mais en règle générale, moi, je suis à un quart ou un huitième. Voilà, plus j'aime bien quand c'est subtil en fait. Donc je vais utiliser, même pour la vidéo, je vais être dans ces eaux-là, un huitième ou un quart. OK, très bien. Alors, un peu différent, on sort un petit peu. Combien de temps sur un shooting extérieur en lieu atypique? J'imagine que c'est variable, mais pour une prise de vue, on va dire à peu près. Oula, atypique oui, comme tu dis, c'est hyper variable, hein. Là récemment, ben la séance de portrait de danse que je vous ai montré tout à l'heure, je la retrouve en extérieur, comme ça vous aurez. Voilà, ce type de photo par exemple, cette séance-là, donc là c'était en lumière naturelle, et là avec flash. Surtout cette séance-là, il m'a fallu 1 heure pour la réaliser en fait. C'est très rapide, tout simplement parce qu'on n'a pas changé de lieu, on a tout fait autour de je ne sais même pas ce que c'est un pont et cette structure. Et en 1 heure, sur cette séance-là, on a gardé une dizaine de photos à retoucher. Et en 1 heure, c'était plié, quoi. Le temps de déployer le matériel et de plier bagages. C'était assez rapide. Après, ça dépend aussi de votre modèle, mais ça peut être très très rapide. Après, sur des réalisations un peu plus complexes, il m'est arrivé de faire des séances très longues, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, sur un shoot en intérieur avec la quantité de matos que vous avez vu sur le 3e scénario, ça peut prendre une demi-journée. Voilà. OK. Alors on a eu un petit commentaire concernant les C-stands. Ouais. Attention, l'équivalent Neewer n'a pas la résistance du C-stand.
Donc il y a une marque qui Ouais. doit faire l'équivalent, voilà, mais qui n'est pas, qui n'offre Alors, pas vraiment, la même si vous voulez qualité. pas, ouais, ouais, je sais plus qui en avait parlé, quelqu'un m'avait parlé de ça. Je connais pas très bien cette marque, mais apparemment, oui, ils font pas mal d'équivalents, mais pas très bien fabriqués. Moi, la marque Avenger, en fait, que j'utilise. Et à ce jour, j'ai eu aucun souci. Voilà, je préfère vraiment investir. De toute façon, à un moment donné, quand vous mettez autant d'argent dans certains de vos flashs, dans vos boîtiers, etc., sur vos accessoires, vous pouvez pas vous permettre de prendre des accessoires bas de gamme, c'est pas possible, parce que vous allez le regretter amèrement le jour où vous aurez un accident. Donc voilà. OK, une question sur les flashs Godox. Ouais. Fonctionnent-ils tous sur batterie, pile et quid de l'autonomie? Alors tous sur batterie, tous ceux que je vous ai montrés sont sur batterie, parce que bah, c'est ma pratique, tout simplement. Moi, je branche très peu, donc tous sont sur batterie. Alors ensuite, autonomie, un des 300 Pro, j'ai même pas de batterie de rechange, j'arrive à faire une séance ou 2 séances en extérieur sur une matinée avec une seule petite batterie. Le AD600 Pro, c'est pareil. C'est rare que je change de batterie en cours de shoot. Faut vraiment que je l'épuise. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, il y a des séances qui peuvent parfois durer 2-3 heures. Et le 1200 Pro, c'est pareil, j'ai pas de doublon sur les 1200 Pro. Il y a deux types de capacités sur le 1200 Pro. Il y a une petite capacité et une batterie plus grosse capacité. Moi, j'ai la plus grosse. Et elle me suffit amplement sur un shoot qui peut durer une matinée entière, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais en règle générale, c'est vrai que j'essaye de sécuriser, d'assurer un petit peu mes arrières, même pour mes boîtiers. J'ai toujours une batterie de rechange au moins une batterie de rechange avec moi, au cas où, on ne sait jamais. Parce que, voilà, si vous avez une panne ou, je sais pas, un dysfonctionnement, ce genre de choses, toujours avoir la possibilité de continuer votre séance. Et est-ce que les batteries sont interchangeables d'un modèle à l'autre? Et non, c'est ça le problème, en fait. Je parlais tout à l'heure d'adaptateurs. Le côté pratique de tous les flashs que je vous ai montré chez Godox, c'est évidemment le fait que chaque flash peut être, comment dire, en fonction de votre pratique de la photo, vous allez avoir un flash adéquat. Le problème, c'est que pour les boîtes à lumière, en fonction de leur taille, vous allez devoir investir soit à chaque fois pour chaque famille de flash acheter toute une variété de boîtes à lumière, soit acheter des adaptateurs pour pouvoir adapter la monture Bowens traditionnelle pour vos boîtes à lumière pour qu'elles soient compatibles pour tous vos flashs. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient. Oui, c'est ça. Oui, C'est ça, c'était c'est ça. pour savoir si les batteries étaient, Et interchangeables. les batteries, ouais, voilà. Et donc les batteries, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que la batterie de l'AD200 Pro, il me semble, ressemble à celui de l'AD300 Pro, mais les deux ne sont pas interchangeables. Et l'AD600 Pro, encore une fois, une batterie différente, évidemment, du 1200 Pro. Donc ils ont chacun leur batterie, en fait. Voilà, c'est le parallèle que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Je me suis un peu perdu dans mes explications. Mais à la fois, pour les montures, pour les boîtiers de lumière et les batteries, malheureusement, chaque flash a voilà, son kit, son ensemble d'accessoires. OK, OK. Eh bien, écoute, je n'ai pas d'autres questions. Donc, voilà, si les gens ont encore des choses à nous demander, ben, vite, vite, sinon on va clôturer là-dessus. Voilà. Hem, bah, non, Eh ben, j'ai que des remarques positives. Merci, très intéressant, c'est merci cool. beaucoup, on sait tout, voilà, Alors plus donc jamais c'est de questions parfait. sur le matériel à l'avenir alors. Voilà, donc dorénavant, quand on fera des webinaires avec Ace, quand il y aura des questions sur le matériel, on vous enverra le lien vers le replay parce que tout y est. Bon aussi, de temps en temps, allez, on se permettra de t'embêter quand même, mais non, non, c'est vrai que là, au moins, ça permet d'avoir un récapitulatif complet parce que ça nous a été, voilà, on a toujours plein de questions qui reviennent et puis c'est toujours, intéressant aussi pour toi. Alors même si c'est ton approche et comme tu le dis, hein, après ça reste personnel, chacun finit par, mettre en place sa vision des choses, et ben, là on est, voilà, on a au moins ton feedback sur le matériel que tu utilises et tes conseils avec plein de précisions, plein de détails. Donc merci beaucoup. Voilà.
Bah, de Et puis moi, rien, de rien. Moi, c'est toujours un plaisir de partager un petit peu ma passion pour la photo, en tout cas. Pour le matériel, pour le coup, voilà, comme c'était un sujet qui a été maintes fois abordé, c'était cool de pouvoir le faire enfin dans un webinaire et de consacrer tout ce webinaire autour du matériel. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, oui, l'expérience personnelle est très importante parce qu'on a tendance à se perdre un petit peu dans les expériences des autres. Finalement, après, on se détourne un petit peu de nos propres objectifs et on va peut-être faire de mauvais investissements parce que et ben, on fantasme un petit peu sur le travail des autres finalement en mettant malheureusement de côté nos propres sensations, notre propre sensibilité, alors que c'est ça qui devrait être au cœur de nos choix et de nos décisions. Voilà. De toute façon, comme tu disais, sur le futur webinaire, si j'utilise des instruments, des outils un peu différents de ce que j'ai évoqué dans ce webinaire, et ben évidemment, je passerai un peu plus de temps dessus, j'expliquerai pourquoi j'ai utilisé tel ou tel accessoire pour d'autres travaux. Voilà. ouais, tout à fait. OK. Bon, on va clôturer. On vous propose un petit code promo s'il y en a parmi vous qui ont la possibilité ou l'envie de s'équiper. Voilà, on a augmenté le taux de nos remises. On était habituellement à 10%, on augmente, on passe à 15%. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes les infos sur notre site internet. On a d'autres webinaires qui arriveront prochainement et avec Ace, évidemment, hein, comme d'habitude. On se retrouve au moins une fois par trimestre. Et puis, on vous a mis en lien aussi, voilà, les liens vers nos réseaux, ceux de Ace, son site internet. Je ne peux m'empêcher de clôturer sur des petits sondages pour vous demander comment, voilà, vos impressions sur ce webinaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec nous les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de prochaines interventions. Voilà, Ace nous accompagne encore pendant toute l'année 2023. Donc voilà, n'hésitez pas. Il partagera son expérience sur d'autres sujets que vous souhaitez voir abordés prochainement. Voilà. Eh ben, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Hein. On vous souhaite une excellente soirée. Merci Ace encore pour tes précieux conseils. Merci à Et BenQ, puis merci à tous. voilà, et on vous dit à très vite. À très vite, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.